Merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci pour tous ces très beaux développements que vous avez eu à faire et très pertinents lorsque vous avez parlé du miracle économique réalisé par le président Ouattara. Ce n'est pas chose surprenante pour nous autres parce que l'homme est dans son domaine de prédilection. Et ça me fait penser, je crois que c'était en octobre 2010, quand ils étaient en discussion sur la RTI, quand il a déroulé un peu sa stratégie économique, les gens lui ont dit waouh, c'est comme s'il ne parlait même pas de cette même Côte d'Ivoire. Parce que ce que l'homme a appris, l'homme l'a bien appris et il sait où il va. Et ce n'est pas permis d'avoir de telles personnes tous les jours. Mais ce qui est le plus intéressant encore dans cette histoire, Sundiata, effectivement, ce n'est pas un matin qu'on se réveille après s'être brossé pour dire bon, comme c'est Alassane Ouattara là, et puis nous on a 4 des militants RHDP, donc on veut qu'il fasse 10e mandat. Si nous on fait ça, on est les hommes les plus bêtes. On s'est levé un matin comme ça, on a regardé comme il n'y avait rien à faire, bon, comme nous on aime Alassane Ouattara, il n'a qu'à rester là. Mais Alassane Ouattara là, il gère la vie des citoyens ivoiriens. Aujourd'hui, quand on se réveille après 11 ans de gestion, est-ce que tout est parfait? Non. Mais comparé de là d'où nous venons à aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Et on vient nous dire, un homme intelligent, un homme qui savent évaluer les réalités, on doit être capable de s'arrêter et de dire, mais si ce monsieur peut faire ça, en termes de positivité, de bonté, de progrès, pourquoi ne pas lui donner l'occasion d'aller jusqu'au bout? Donc, ce que tu dis là, c'est une vérité. Mais puisque les Africains même sont des peuples qui ne sont pas intelligents, ça vous m'excusez, hein? Je juge les Africains de façon globale. Je n'ai pas dit que tous les Africains sont inintelligents. Mais quand tu prends le monde là, tu classes les peuples là, nous sommes les derniers en tout. Donc c'est pourquoi j'ai dit on est inintelligents. Mais il y a des hommes intelligents parmi nous. Alassane est un homme intelligent. Cheikh Modibo Diarra est un homme intelligent. Akoudémissi ou quoi là, je ne sais pas. C'est un homme intelligent. Il y a beaucoup d'hommes intelligents. Mais comparé à tout notre peuple, ça ne représente rien. Et donc, on trouve certaines de ces personnes-là et on dit non, 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 il faut s'en débarrasser après 4 ans. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les États-Unis même qui aujourd'hui jouent les chantres de la démocratie, eux-mêmes là, ils ont un président qu'on appelle Franklin Delano Roosevelt. Vous pouvez mettre ça sur lui, hein? Allô? Allô, je suis là. Oui, vous pouvez mettre ça sur lui, hein? Oui. Attends, je viens. Oui. Les États-Unis même ont un président qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Il a fait combien de mandats? Franklin, aux États-Unis là, les mandats là c'est 4 ans. Leur constitution dit, tu fais 2 mandats, ça fait 8 ans, tu ne peux plus être candidat. Mais Franklin Delano Roosevelt, lui il a fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats et puis il a ajouté 1 mois dessus. Il a fait 4 mandats plus 1 mois. Ah. Donc les Américains eux-mêmes là, ils ont violé leur constitution. Eux qui disent que c'est eux, après la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les parrains de la démocratie. Pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas respecté leur démocratie? Non, soyons un peu plus intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas respecté leur constitution, ce n'est pas parce qu'ils ont violé leur constitution, mais c'est parce qu'ils ont compris que souvent dans l'histoire de l'humanité, il arrive souvent qu'il y ait des gens intelligents, des gens qui peuvent faire des propositions pour la société, qui peuvent tellement arranger la société qu'il faut faire attention. On dit que toute règle qui se respecte doit toujours avoir des exceptions. Quand on dit une règle, 2 verbes c'est sur le second, oui, mais on dit toute règle qui se respecte là, il y a toujours une exception. Et quand vous avez un cas d'exception, comme le cas Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. C'est à ce message-là que Sundiata est en train d'interpeller pour nous dire attention. Quand on regarde les difficultés du monde aujourd'hui, avoir un homme qui maîtrise les dossiers du monde, avoir un homme comme Alassane qui connaît les relations du monde, avoir un homme aujourd'hui qui a l'influence, l'aura d'Alassane Ouattara à la tête d'un pays africain, c'est une chance qui n'est pas donnée. Certains peuvent être très forts économiquement,
mais n'ont pas les mêmes relations qu'Alassane Ouattara. Certains peuvent être forts avec les relations humaines, mais n'ont pas la même puissance diplomatique qu'Alassane Ouattara. Certains même peuvent être plus forts, mais n'ont pas le même aura qu'Alassane Ouattara. Sinon, si c'est le succès là, George Weah, il a remporté le ballon d'or. Ce n'est pas ça qui gère un pays. Ce n'est pas la popularité qui gère un pays. Et donc, comprenez que ce sont des valeurs exactes, je dis bien des valeurs exactes, que les dirigeants auront qui font la valeur de leur pays. Malheureusement, la haine tribale et les raccourcis qui ne sont pas en notre faveur, une fois qu'on habitue un peuple à l'endoctrinement, une fois qu'on habitue un peuple à consommer les raccourcis qui peuvent lui-même être fatals, on ne cherche plus à comprendre, on ne cherche plus à savoir même ce qui est bon pour nous. Ce peuple-là même peut signer même son décret de condamnation à mort. Et c'est le cas actuellement. On ne peut pas avoir un dirigeant comme Alassane Ouattara et tergiverser. On ne peut pas avoir un leader comme Alassane Ouattara et faire dans les a priori, si ce n'est qu'en Afrique. Je vous ai déjà donné l'exemple du pays, les États-Unis qui dirigent le monde. Eux-mêmes, là, ils ont laissé un de leurs présidents doubler la constitution. Ce n'est pas troisième mandat, il a fait quatrième mandat. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, quand vous avez des gens exceptionnels, utilisez-les et utilisez leur potentiel du mieux que vous puissiez. En ce qui concerne la France, dans sa politique diplomatique à l'extérieur de la France, il faut en toute sincérité le reconnaître, la France elle-même n'est pas étrangère aujourd'hui à ce qui lui arrive. C'est vrai. D'aucuns pourraient penser que nous autres sommes tellement amoureux de la France, peut-être qu'on n'a pas un autre destin ailleurs, ou bien que c'est la France, quand on va se séparer d'elle, ça en serait fini pour nous. Non, non, non. En fait, ceux qui ne se sont pas habitués à réfléchir vont toujours dans les raccourcis. Non, c'est parce que vous êtes déjà des condamnés. Vous ne savez pas où aller. Mais vous qui n'êtes pas condamnés là, dites-nous déjà, la promotion du panafricanisme que vous avez fait, ça nous a conduit où? Dites-nous les résultats. Mais par contre, nous on vous dit que, même nous-mêmes, moi-même qui n'étais pas, je n'aime pas la France. Personne ne peut être dominé et puis aimé. Mais, est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas que tu dois t'affranchir n'importe comment? Voilà où réside la différence entre nous. Nous on dit qu'il faut aller intelligemment. Il faut aller en disant à la France, venez installer vos industries chez nous. Vous dites que la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Nous, on est d'accord. Permettez à nos pays de connaître la paix et la stabilité, chère France. Vous verrez que beaucoup de jeunes Africains ne vont plus prendre la mer pour aller chez vous. Donnez-nous de l'industrie chez nous en Afrique, vous ferez vite de comprendre que les jeunes Africains vont rester en Afrique. Donnez-nous les conditions de créer des dirigeants, d'être honnêtes dans votre politique, sans faire le double jeu, sans faire l'hypocrisie, chère France. Vous verrez que l'Afrique va connaître la paix autant que l'Europe. Et les jeunes Africains ne vont pas perdre le temps pour se tuer pour aller en Europe. Mais quelle est la politique française? La France, depuis l'époque coloniale, s'est habituée à un jeu où elle essaie toujours d'être avec celui qui déterre les morts et en même temps celui qui enterre les morts. Quand dans un pays francophone, il y a un problème, tu vas voir la France, il faut respecter les droits de l'homme, il faut faire ceci, il faut faire ceci, allons au dialogue, ne faisons pas ceci. La France ne prend jamais de position pour dire, bon, toi tu n'as pas raison. Non, la France va toujours mélanger, parce que elle va dire des choses pour plaire aux deux côtés. Exemple, 2020, Soro Guillaume est resté en France, il a fait faire tuer des gens en Côte d'Ivoire, Macron n'a rien dit, jusqu'au dernier moment, où lui-même le droit international allait le condamner, parce que Soro Guillaume lançait de façon ouverte et délibérée des actes d'incitation au bouleversement de l'ordre démocratique. La France sentant que cela va jouer sur son image, la France est là pour dire à Soro Guillaume de quitter son territoire. Mais entre-temps, si le coup d'État avait marché, est-ce que cette même France où Soro Guillaume se trouvait, est-ce que cette France n'allait pas soutenir Soro Guillaume?
Est-ce que cette même France-là n'était pas encore... Quand Soro Guillaume dit que lui, il est avec Macron là, il n'avait pas menti. Parce que son ami, parce qu'il se disait que si le coup d'État marchait, c'est l'ami de Macron, Thiam, qui allait prendre le pouvoir pour gérer leur transition. Et Macron était d'accord avec ça. Et donc, comme Soro Guillaume était le bras armé, et donc ils ont laissé faire. Ça aussi, c'est une réalité. Quand les djihadistes ont attaqué Kafalo, les services de renseignement français avaient les informations. Ils n'ont rien fait pour empêcher. Et il y avait une recrudescence des violences terroristes. La France, on a un accord de partenariat militaire. Ils ne réagissent pas. On va plus loin. En novembre 2004, la France soutient Laurent Gbagbo officiellement parce qu'il sera le président. Mais cette même France-là encore est avec les rebelles. Gbagbo, pendant 72 heures, va bombarder les zones CNO. Le général, je ne sais pas si c'est le général Poncé, il sort pour dire que la France n'a pas les moyens d'abattre les avions. Mais quand au soir du samedi, les Français ont eu leur gueule renversée au lycée français de Bouaké, automatiquement dans les 30 minutes, les Français ont eu les moyens d'abattre les aéronefs de Gbagbo. Vous voyez, ça s'appelle de l'hypocrisie. J'ai donné autant d'exemples. Et c'est pour la Côte d'Ivoire. Je connais pour les autres pays, mais je me prive de dire pour les autres pays. Ceux qui se plaignent de la France, là, il y a des raisons évidentes. Tous les Africains qui se plaignent de la France, là, vous avez raison. Les preuves sont là. Et nous-mêmes pensons la même chose. La France est hypocrite et irresponsable dans sa politique extérieure vis-à-vis des pays africains. Mais comment on fait pour s'en sortir? Voilà la vraie question que nous autres, nous devons nous poser. Comme disait Sartre, il faut qu'on se détermine avec les vraies questions. Toi, tu payes un billet d'avion. Tu dis que tu te vas en vacances. C'est ton choix. Tu vas à l'aéroport. On ne t'a pas obligé d'honorer le rendez-vous. Tu arrives là-bas, tu te fais enregistrer, tu rentres dans l'avion. C'est ton choix. En cours de route, on dit qu'il n'y a plus de carburant. L'avion va tomber, tel panique. Tout ce que vous voulez arrive. L'avion, on va s'écraser. Et c'est là, toi, tu es assis dans l'avion, tu dis, eh Dieu, si je savais, je n'allais pas voyager aujourd'hui. En toute sincérité, est-ce que c'est la vraie question, ou la vraie posture que tu dois adopter? Eh Dieu, si je savais pourquoi j'ai voyagé. Mais c'est parce que tu n'es pas Dieu. Mais là où la situation t'impose maintenant, soit tu acceptes les faits, ou bien tu crées une technique de survie. Tu te dis, quand l'avion va tomber, moi souvent on m'a dit, quand un avion va tomber, il y a toujours des cas où des gens peuvent survivre. Donc je vais adopter les techniques qu'il faut, même quand on va cracher. Sur la base de ces techniques-là, si je dois être parmi les vivants, je vais me donner une chance de survivre. Tu es différent de celui qui dit, bon, comme c'est fini, il commence à réciter la Bible, le Coran, et puis il s'assoit. Il ne se protège pas. Alors que s'il avait développé rapidement une technique de survie, il s'en serait sorti. Voilà donc la réalité de la France. Cette politique d'être avec ceux qui enterrent les corps et ceux qui déterrent les corps a fini par exaspérer profondément les peuples africains. Même ceux parmi, comme nous aujourd'hui, qui disons non, il faut aller doucement. On n'aime pas la France parce que la France n'est pas honnête dans ses relations. Et tellement pas honnête que Alassane Ouattara était obligé de prendre les Américains pour boucler la frontière nord. Depuis que les Américains sont venus, vous avez vu un djihadiste descendre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les djihadistes, subitement, n'ont plus envie d'attaquer la Côte d'Ivoire? C'est faux. C'est parce qu'ils savent que ceux qui sont là-bas, on les paie 15 milliards par an. Eux ne sont pas venus pour s'amuser. Or, la France s'amuse à toujours déstabiliser nos pays. Mais tant que vous allez déstabiliser nos pays, vous nous donnez de facto tous les droits de vous haïr et d'aller remplir chez vous en France. Parce que vous ne voulez pas. Comment vous voulez que des êtres humains vivent dans leur propre pays, mais dans l'instabilité? Comment voudrez-vous que des personnes humaines qui aspirent aussi au bonheur ne puissent pas rechercher leur bonheur dans leur pays à cause des instabilités politiques que vous faites? Quand quelqu'un n'a pas raison, vous lui dites qu'il n'a pas raison. Voilà toute l'hypocrisie, le péché français. Et tant que la France ne va pas changer ça, malheureusement pour elle, ses ennemis ne feront que s'accroître en nombre. Ça, il faut que la France retienne cela. Et donc, dans le même canevas, on retrouve des jeunes gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qui n'ont pas d'expérience même de la vie,
et qui n'ont même pas d'expérience académique, qui un matin, parce qu'ils n'ont jamais rien essayé dans la vie, et qui se lèvent, qui se font utiliser par la Russie, la France et l'Iran, pardon, la Russie, l'Iran, pour essayer dans le chaos que la France a créé. Ils disent, bon, nous, on va chercher à survivre quelque part. On va donc raconter ce que la population aime. Parce que dans la vie, quand il s'agit de prendre les décisions, là, il y a ce que toi tu aimes, il y a ce qui s'impose à toi, et il y a ce en face de quoi tu ne peux rien changer. Je dis bien, chacun de nous aimerait, moi par exemple, j'aurais bien aimé, par exemple, ne jamais avoir à travailler et vivre tranquillement. C'est un exemple que je prends. Mais si je ne travaille pas, je vais me nourrir comment? Je vais payer mon loyer comment? Je vais nourrir ma famille comment? Je vais pouvoir honorer de mes dettes comment? Je vais pouvoir maintenir ma dignité comment? Donc, que je le veuille ou pas, je vais aller me donner en esclavage pour faire mes 8 ou 10 heures par jour sur 5 jours ou même 6 jours pour avoir quelque chose. Il y a aussi ce qui s'impose à nous. Comme par exemple, l'environnement dans lequel tu vis, les lois par exemple, s'imposent à toi. On ne demande même pas ton avis. Et il y a ce sur quoi tu n'as aucune influence. Tout ce qu'on est en train de faire là. Tu as beau réfléchir, tu as fait ce que tu as fait. Je suis allé voir mon médecin, on m'a dit que je peux vivre, je n'ai pas de maladie. Je ne contrôle pas ma santé. Je ne contrôle pas ma vie. Je peux mourir d'un instant à l'autre. Ces facteurs-là, est-ce qu'il faut se condamner à vivre et à se questionner là-dessus? Je crois que non. Il faut que la France comprenne quelque chose. Ces énergumènes qui crient aujourd'hui, moi quand j'ai vu la nouvelle, Nathalie Yam a été... Hey, il y a combien de pays dans le monde? Il y a 195 pays dans le monde. Si vous dites qu'il ne faut pas qu'elle va aller en France là, elle va aller en Iran, elle va aller en Russie, elle va aller dans tous les autres pays du monde. Est-ce que là-bas, là, il y a quelque chose en France là-bas qu'elle ne peut pas avoir en Suisse? Est-ce que le fait de lui dire n'est pas en France là, ça va jouer négativement sur son existence? C'est le pompier qui vient après l'incendie. Moi, je trouve que c'est une attitude hypocrite. Et c'est pourquoi je n'en ai même pas parlé. Parce que il y a des vraies questions. Franklin Nyamisi, il est en France actuellement. Capo Chichi, l'animal de compagnie des Russes, il fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce que la France fait? La France s'est dit quoi? Ces jeunes désœuvrés, laissons-les faire. Tant qu'ils peuvent abrutir davantage les populations africaines, puisque la raison est laine et l'émotion est nègre, laissons-les dans leur négrièrerie. Ça, c'est peut-être un néologisme encore que je crains. Laissons-les dans leurs imaginations de bas niveau de nègres. C'est eux qui sont toujours trop contents ou toujours trop fâchés. Ça, c'est le bon nègre. Banania. Non, quand il est content, jusqu'à cracher un sort dans sa bouche, tomber sur sa poitrine. Ah non, ce jour-là, il est content. Quand il est fâché aussi, quand tu vois son visage, on dirait même le gardien de l'enfer. Voilà le bon nègre. Il n'y a aucune pondération. Il n'y a aucune raison. Il est dans les extrêmes. On n'aime pas la France. Bon, oui, on n'aime pas la France. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, non. En bon nègre, je n'ai pas le droit de me poser ces questions-là. Bon, on aime la Russie. Ouh, waouh, c'est bien, c'est bien. Bon, la Russie va apporter quoi? Ah non, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais tu oublies que je suis un bon nègre. Je suis la banane à moi. Ne me demande pas. Si je me suis questionné sur le devenir, encore moins l'avenir, le plus immédiat, ni dans le long terme, ni dans le court terme, à plus forte raison sur la longue portée, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans mes émotions. Moi, on m'appelle le négrillon. C'est bien moi. Toujours dans les extrêmes. Mais sans jamais accepter d'assumer les vraies questions qui peuvent me faire évoluer. La France se dit quoi? Si un capochichi, l'animal de compagnie, avec une prostituée de luxe de Yam et quelques grigous peuvent se lever pour distraire ces masses analphabètes et sous-éduquées, sommairement éduquées,
qu'est-ce que moi, la France, je perds? Ça va toujours me donner un ascendant sur eux et leurs dirigeants pour les contraindre dans les négociations. C'est très bien, la France. Oui, c'est très bien. Vous aurez une masse, un troupeau non éduqué. Et vous pensez que vous allez les maintenir éternellement dans cette condition. Mais vous avez oublié qu'il y a eu Internet en tout temps. Vous avez oublié quand, dans les années 1990, il y a eu le téléphone portable. Vous avez oublié que les partenaires du monde, les partenaires économiques se sont multipliés. Vous avez oublié que la géostratégie et la géopolitique mondiale a changé. Et à force de regarder dans une seule direction, vous les Français, qui avez voulu toujours infantiliser ces nègres-là, la réalité du monde vous a dépassé. Et aujourd'hui, ces nègres-là regardent en haut, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas atteindre ces réalités-là, ils se disent, mais attends d'abord, est-ce que cette France-là n'est pas en train de nous la mettre? Et donc, comme nous sommes des bons nègres, on fout la merde et puis on regarde. Voilà ce qu'il y a eu la France. Quand tu veux faire de la culture low cost, comme disait notre mère Geneva, mais tu payes aussi le prix cash. Quand la France se lève et qu'elle prend des individus qui n'ont aucune caution politique, qui n'ont aucune caution académique, qui n'ont aucune caution sociologique, le dernier sommet France-Afrique, donnez-moi les caractéristiques des personnes qui y étaient et qui avaient été invitées par la France. Sont-ils des intellectuels politiques? Sont-ils des personnes de la société réelle qu'elles incarnent? Non. Ont-ils une compétence sur laquelle les gens peuvent les respecter intellectuellement? Non. Ont-ils posé des actes en faveur du peuple? Non. La France se lève. Ils prennent quelques journalistes, quelques personnes, on les met là, on dit, bon, voilà la vraie Afrique. On va discuter de gré à gré avec eux. On va les financer. Bon, ceux que vous avez financés là, appelez-les aujourd'hui, demandez-leur, ils représentent quel peuple? C'est pas nous. Ils ont fait quoi pour apporter un changement intellectuel, éducatif, qualitatif dans la société? Rien. Donc en réalité, France, c'est en train de nous la mettre, mais à l'envers. Mais ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas parce que c'est trop gros. Vous m'excusez, hein, je tombe un peu dans certains trucs. Voilà. Parce que c'est un peu trop gros. Et c'est pourquoi, sans le savoir, tu as laissé toute une horde de charognards t'envahir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On brûle vos ambassades. On brûle vos drapeaux. Diplomatiquement parlant, la Russie est en train de vous damer le pion. Ça veut dire quoi dans un premier temps? Ça veut dire que votre diplomatie est défaillante. Votre diplomatie en tant que Français est dépassée par les réalités. Et ça veut dire quoi? Que la France est en perte de vitesse idéologique. La France est en perte de territoire, donc de positionnement géostratégique et géopolitique. C'est ce que ça veut dire. Or, toute nation qui se meurt d'abord à travers ses idées. Pensez au siècle de la lumière. La France n'est pas grande, mais c'est la grandeur des hommes qui fait la grandeur d'un pays. Et donc, c'est la même France avec les mêmes territoires. Mais vous êtes en train de vous éteindre. Mais c'est vous-même, chère France, tu dois t'en prendre à toi-même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes Africains, c'est vrai, c'est avec l'endoctrinement et les raccourcis que les gens les endoctrinent. Mais cette France-là doit être capable aujourd'hui de faire son autocritique. D'arrêter de déstabiliser les pays africains. D'arrêter de faire le langage du double jeu. D'arrêter l'irresponsabilité qui n'a que causé trop de dégâts dans nos pays. Quand la France va cesser ce jeu-là et vouloir le bonheur des Africains, selon les besoins des Africains, vous allez voir que on ne va même plus parler de la France. Parce que prenez les États anglophones. C'est vrai que là-bas, la vie n'est pas meilleure que dans les pays francophones. Mais il y a encore un peu plus de responsabilité. Quand les Anglais n'aiment pas quelque chose, ils disent aux Américains, aux Russes, aux Ghanéens, aux gens du Nigeria, du Libéria, ils disent, ou même de Sierra Leone, voilà ce qu'on n'aime pas. Regardez les pays où il y a eu les Comores. Je sais qu'il y en a eu en Sierra Leone, je sais qu'il y en a eu en Libéria. Donnez-moi un pays francophone où il y a eu
les Comores. Parce que la France ne va jamais aider la vérité. Mais pour qu'il y ait les Comores au Libéria ou bien en Sierra Leone, là, c'est l'accord des Anglais et des Américains qui dit, bon, à chasser les conneries, on va passer ici. On n'a pas le temps. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe là, avec le Mali là, normalement, la France devait jouer de tout son poids aux Nations Unies pour dire, bon, nous, on va lever les Comores ou bien voter une résolution pour taper le régime en place et puis l'enlever puis continuer. On ne peut pas accepter que des millions de personnes meurent. Non. Mais on a vu des soi-disant intellectuels français, les Lévis, dire que vraiment, les gens meurent en Syrie, il faut les aider. Mais les gens qui meurent en Afrique, là, ce n'est pas des gens. Les gens qui meurent au Mali, là, ce n'est pas des gens. Les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire pendant la crise, ce n'est pas des gens. Les gens qui meurent au Burkina, je dis, ce n'est pas des gens. Donc, il y a deux types de gens. Il y a des gens selon vos intérêts qui valent mieux que d'autres. Voilà ce que les Africains ont fini par comprendre. Et chère France, ton jeu, il est en train d'atteindre son terminus. Si tu ne comprends pas cela, tu vas perdre ces territoires-là. Je le dis bien, tant que la France va persister dans la diplomatie de l'hypocrisie et faire du low cost, comme par exemple, dans mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, on me propose, ils ont une... Comment ils appellent ça là? Ils ont des avions bizarres là. Ils appellent ça comment là? Si je me souviens, des avions banabana là, ils disent, mais est-ce que tu peux prendre? Je dis, moi, avion comme ça, jamais de la vie. Moi, je paye un vol Air France régulier. Et parce que vous avez foutu la merde, vous me dites non. Ils ont des vols bizarres là, qui sont moins chers, bizarres là. Ils me disent, comme il y en a, il faut prendre ça. Je dis, Même si on dit, je ne me respecte pas moi-même là. Mais je m'aime. Je m'aime. Voilà toute la question. Et donc, ce qui arrive à la France, c'est très bien. Oui, moi je le dis, parce que la France n'a jamais cherché à résoudre les vraies questions et à trouver les vraies solutions. Voilà, les vols corsaires, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Et jusqu'à quand on va continuer comme ça? Donc, quand votre propre bombe vous explose en plein visage, c'est pas la bombe qu'il faut accuser, encore moins ceux qui étaient des spectateurs. Si votre propre incapacité, si votre propre inaptitude à être honnête et à aider les autres à évoluer et à toujours parler votre langue française, ben nous sommes là pour aider l'Afrique, hein, ben vous savez, ben on n'a même pas, dans le même temps, on n'a pas pour vocation de prendre toute la misère du monde et puis la mettre en France, ben c'est ce que vous... Non! Le misérabilisme, c'est un fait. Vous l'avez entretenu. Chers Français, vous avez mis vos propres protectorats en arrière. Et aujourd'hui, ce sont ces conséquences-là que vous payez. La Russie a quel programme? La Russie a quel plan? Rien. Mais cette Russie est en train de vous démontrer que vous n'êtes rien. Et ça aujourd'hui, même nous aujourd'hui qui disons qu'il faut aller en douceur avec vous, nous en avons extrêmement marre. On en a extrêmement marre. Mais par contre, ce que les autres font, les ignorants, c'est qu'ils font. Mais ça, c'est la marque des ignorants. Parce que c'est vous-même qui les avez formés comme ça. Parce que vous avez laissé les capots chichis et autres endoctriner, rendre plus bêtes ces personnes-là. Donc, quand elles vous retournent la monnaie, nous, on regarde, on dit, bon, voilà. Ça va vous permettre de réfléchir plus d'une fois et d'assainir vos relations avec les Africains d'une manière correcte. Parce que le monde même a changé. C'est ce que j'allais dire, comme il y a encore quelques personnes. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce développement. C'est très important. Pour ajouter quelque chose à ce que vous avez développé longuement, regardez par exemple ce qui s'est passé au Mali. La situation au Mali, tout le monde savait que si on laissait faire le coup d'État, ça allait être très grave pour la sous-région. Mais les Français, qu'ont-ils fait pour empêcher ce coup d'État? Rien. Alors que IBK, il n'était au début de son deuxième mandat. Qu'ont-ils fait? Ils ont laissé faire. En laissant faire, voilà, aujourd'hui, ils payent cash. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ce développement. Merci. Et on va dire excellente soirée, bonne émission à tous. Je crois qu'après le direct, on s'attrape. Oui, merci bien. Merci beaucoup.